Aujourd'hui, nous revenons sur la loi Asile-Immigration approuvée en janvier 2024 pour en faire un premier bilan, mais aussi pour comprendre quels sont les effets concrets sur la vraie vie, celle qu'on appelle la vraie vie, de cette loi. Tout d'abord, nous essayons de poser les cadres avec l'aide de Marie Barbaro, chargée des projets régionaux séjour à la CIMAD, région Île-de-France. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Marie Barbaro, je suis chargée de projet pour la région Île-de-France à la CIMAD. Donc c'est un nom de poste un peu long pour dire que je soutiens les actions de l'association sur la région Île-de-France et sur une thématique un peu précise, même si elle englobe plein de réalités. Cette thématique, c'est le droit au séjour. Donc c'est tout ce qui va toucher l'entrée, l'installation et la pérennisation du droit au séjour des personnes étrangères sur le territoire. Et donc, je travaille pour la CIMAD, qui est une association qui existe depuis 85 ans et qui porte une action de solidarité active envers les personnes étrangères qui se décline de plusieurs façons. Notre action historique et peut-être un peu emblématique, c'est la permanence juridique, c'est-à-dire qu'on permet aux personnes de consulter des bénévoles et de pouvoir avoir accès à des informations sur leurs droits. Mais on a aussi d'autres activités de sensibilisation, de plaidoyer, d'apprentissage du français. Et la CIMAD est aussi présente dans les centres de rétention et dans les prisons. Voilà, c'est pas un panorama exhaustif parce que c'est aussi une association qui est présente sur tout le territoire métropolitain et en Outre-mer. Donc en fonction des territoires, il y a une action de l'association qui est très différente. Et puis c'est avant tout un mouvement qui est bénévole. Donc le militantisme et l'action de l'association, elle est portée par les personnes qui la constituent. Et donc elle prend une couleur et une teinte différente en fonction des régions, des besoins, des priorités. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation, Marie. Et est-ce que tu peux nous aider nos auditeurs à remettre un peu des piliers par rapport à la loi Asile-Immigration? On est en quel moment? Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un projet de loi immigration qui commence voilà, à frémir en 2023. À la moitié de l'année 2023, le fait qu'il y ait un nouveau projet asile et immigration, en soi, ça n'a rien malheureusement de très... Enfin, malheureusement. Je sais pas, parce que ça pourrait être différent, mais dans la réalité politique telle qu'on la connaît, le fait qu'il y ait une nouvelle loi, en fait, c'est un phénomène politique et législatif qui est très récurrent, puisque ces 40 dernières années, il y a un phénomène d'empilement législatif en matière de droits des étrangers qui est extrêmement rapide. Empilement législatif, ça veut dire qu'il y a en fait des réformes de cette matière qui est le droit des étrangers qui sont très successives. Il y a quasiment, en tout cas depuis une vingtaine d'années, une réforme par an. Et donc c'est vraiment, donc en 2023, quand le ministère de l'Intérieur et le gouvernement annoncent le travail autour d'un nouveau projet de loi, en fait, il n'y a pas de surprise puisqu'on sait que les gouvernements successifs s'emparent de cette matière juridique, comme aussi un terrain politique de mise en questionnement des politiques migratoires. Et on sait que c'est un sujet brûlant dont les politiques s'emparent à tort, et très souvent à tort plus qu'à raison, pour visibiliser une prétendue cause nationale auprès des électeurs. Donc voilà, ça c'est pour dire en un mot que le fait même qu'il y ait un projet de loi d'immigration, il ne découle pas d'un contexte forcément particulier, puisqu'en fait c'est un processus qui est très récurrent. Ce qui par contre a beaucoup infléchi dans le travail autour de ce projet de loi, c'est les événements qui ont eu lieu à Arras en 2023 et qui clairement en octobre 2023, donc le drame d'Arras et l'assassinat du professeur Dominique Bernard ont clairement marqué un tournant en fait dans les propositions que contenait ce projet de loi, qui se sont beaucoup durcies. On n'était clairement pas dès le départ sur un projet d'assouplissement des politiques migratoires en France, mais voilà, avec ces événements-là, il y a eu un emparement politique de répression qui s'est incarné en fait dans les propositions du projet de loi. Donc, je ne sais pas si ça clarifie un petit peu le contexte, mais en tout cas, c'est celui-là, c'est celui
d'une frénésie médiatique aussi autour de ces événements-là qui ont amené un durcissement des propositions contenues dans le projet de loi. Et donc, fin 2023, quand le projet de loi a commencé les allers-retours législatifs, on était sur une version très dure du texte, qui est, voilà, avec beaucoup d'articles extrêmement contestés et où les associations ont voilà, mené un plaidoyer vraiment très actif parce qu'il y avait beaucoup d'articles très inquiétants. Heureusement, une grande partie, je crois, sans me tromper, c'est environ 35 articles qui ont été exclus du projet de loi suite à sa relecture, mais voilà, ça a été un moment de tension avant la relecture par le Conseil constitutionnel qui a censuré 35 articles, il me semble. C'était un moment de tension important parce qu'il y avait de grandes inquiétudes sur la possibilité que des mesures extrêmement répressives passent dans ce projet de loi. Oui. C'était à ces moments-là qu'on a suivi plus, nous, en tant qu'émission de radio, on a suivi le projet. Mais du coup, le texte que nous avons aujourd'hui, c'est le texte, je crois, de janvier 2024. C'est ça. C'est passé 1 an et demi. Est-ce que comment on peut résumer les points principaux de cette loi et les points surtout qui nous font plus question? On va pas du coup rentrer vraiment dans les détails de toute la loi, mais c'est quoi qui pose les plus grands questionnements? Les inquiétudes principales, en tout cas pour nous, une association de défense des droits des personnes étrangères qu'on a tout de suite vu arriver avec le projet de loi, c'est en fait une double dynamique qu'on résume par à la fois un rétrécissement des possibilités de se régulariser. Donc se régulariser, c'est quand on est en France sans titre de séjour et que on correspond à des motifs de demande d'un titre de séjour. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les possibilités de régularisation. Ça va vers un rétrécissement. Et en parallèle, il y a une augmentation de ce qu'on appelle les mesures d'éloignement ou de bannissement du territoire. Donc en fait, il y a un peu un double étau. À la fois, c'est beaucoup plus difficile de demander un titre de séjour et à la fois, c'est beaucoup plus courant que les personnes soient obligées de quitter le territoire, voire qu'elles aient une interdiction d'y revenir. Donc c'est un ensemble de mesures juridiques qui sont assez compliquées que nous, on résume sous le terme de bannissement pour voilà, visibiliser aux yeux du grand public que c'est vraiment les deux étaux d'une même dynamique qui sont à la fois, c'est plus difficile de faire une demande et à la fois énormément de personnes suite à cette loi, risque d'être, de se voir édicter une mesure d'éloignement. Pour un exemple très concret, avant la loi de 2024, il y avait toute une catégorie de personnes qui, en raison de leur situation personnelle, étaient protégées contre l'éloignement. Par exemple, les parents d'un enfant français ou plus généralement les membres de famille d'une personne française ou les personnes étrangères gravement malades. Ces personnes-là, de principe dans la loi, elles étaient protégées contre l'éloignement parce qu'on considérait que leurs attaches en France étaient de nature à évincer la possibilité pour l'État de les éloigner du territoire. La loi de 2024 a fait, comme on dit, sauter ces protections contre l'éloignement. Aujourd'hui, il n'y a plus de catégorie protégée. Donc, vous pouvez être en France depuis 20 ans, avoir des membres de famille qui sont français. Si la préfecture estime, et là encore, la loi de 2024 a augmenté les possibilités pour la préfecture d'estimer que la personne était expulsable, il y a un risque pour des personnes qui ont par ailleurs des attaches très fortes en France. Parce que, voilà, au-delà de ces deux dynamiques, un fait aussi saillant, un point saillant de cette loi, c'est l'utilisation de la menace à l'ordre public comme, j'utiliserais même le terme de cheval de Troie, en fait, c'est une véritable arme, en fait, pour renforcer une politique d'expulsion, qui certes n'est pas nouvelle, mais en fait, la mention de menace à l'ordre public a vraiment été incluse dans ce texte à plusieurs endroits, de manière très significative, pour permettre, à partir du moment où l'autorité administrative estime qu'une personne peut être qualifiée de menaçante pour l'ordre public,
de justifier son expulsion, le retrait de son titre de séjour. Et le problème en droit, c'est que la menace à l'ordre public, c'est une notion juridique qui est très large, qui, en plus, là, en droit des étrangers, on est sur du droit administratif. Donc, le fait de qualifier administrativement la menace à l'ordre public, c'est encore différent que ce qu'on qualifie de menace à l'ordre public en droit pénal. Donc, sans rentrer dans les détails techniques, l'idée, c'est de dire qu'on est sur... C'est comme une grosse boîte très large dans laquelle on peut ranger, en fonction de qui a le pouvoir, on peut y ranger un peu ce qu'on veut. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on observe. C'est que là, dans la qualification de la menace à l'ordre public, on voit tant des personnes qui, par exemple, conduisent sans permis, que des personnes qui ont commis des crimes graves. Parce qu'en fait, il n'y a pas de gradation Oui, non plus. L'autorité administrative ne gradue pas la menace à l'ordre public en fonction de la gravité, puisqu'en fait, on n'est pas sur un répertoire pénal. Donc voilà, je peux éclaircir si besoin, mais en tout cas, il y a ces trois, pour le moment, piliers dévastateurs de la loi, qui sont le rétrécissement des voies de régularisation, le renforcement des mesures de bannissement et la menace à l'ordre public comme épée de Damoclès, hmm, vraiment qui plane au-dessus de la tête de toutes les personnes étrangères en France et de manière complètement dérégulée, je dirais. oui. Non, c'était très clair, hein. C'était très clair, je trouve, Marie. Et je ne sais pas si on peut rentrer un peu plus dans les détails du permis de séjour pour soins. Je ne sais Oui. pas si rentre voilà, dans tes compétences de comprendre. C'est aussi ces côtés parce que ça nous intéresse particulièrement, étant nous une association qui suit les personnes qui vivent avec les VIH. Oui. Est-ce qu'aussi de ce côté-là, il y a eu des changements très importants, du coup, depuis 2024? Alors, pour le moment, non, mais c'est une certitude que le droit au séjour pour soins est vraiment dans le viseur de la politique actuelle du ministère de l'Intérieur. Donc, dans le projet de loi, quand on parlait de ce moment très tendu où le Conseil constitutionnel a finalement censuré certains articles, il y avait des attentes très graves au droit au séjour pour soins qui ont été censurées par le Conseil d'État. Donc, finalement, dans le projet final, il n'y a pas eu de modification du droit au séjour pour soins. En revanche, on sait que l'attaque, elle peut revenir à tout moment. Il y a d'ailleurs eu un nouveau projet de loi qui a été déposé fin 2025, qui a été refusé. Donc pour le moment, il n'y a pas de conséquences pour le moment, mais on sait que c'est vraiment dans le viseur et que la volonté politique à ce niveau-là, elle est de continuer à réduire le droit au séjour pour soins, voire de le supprimer complètement. Et dans ce sens-là, le dernier rapport de l'OFII, je ne sais pas s'il il y a besoin de préciser peut-être que c'est l'OFII qui est l'organisme d'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est chargé de vérifier que les conditions médicales pour le séjour pour soins sont remplies. Donc, c'est des médecins qui travaillent pour le ministère de l'Intérieur. Et dans ce cadre-là, l'OFII produit un rapport sur ce qu'il considère être les grandes orientations d'accord ou de désaccord face aux demandes actuelles de droit au séjour pour soins. Et on voit bien que clairement, l'OFII est dans le sens de cette réduction-là, de la prise en compte des, des maladies et de la prise en charge des personnes étrangères dans le cadre du Sachant, droit au séjour pour soins. sachant que même avant 2024, le permis de séjour pour soins, c'était pas non plus le schéma plus hospitable pour des personnes qui viennent en France pour des raisons de Non. santé, parce que pour les difficultés justement de se voir accepter une demande de ce genre, et du coup se retourner plutôt vers l'asile, qui peut avoir voilà, des autres effets. On va discuter de ça plus tard avec une autre invitée de l'émission. Mais même si on ne peut pas rentrer dans les données exactes de qu'est-ce qu'il a porté cette loi depuis 1 an et demi, est-ce que vous avez, la CIMAD, vous avez fait un petit bilan aussi des ressentis
tu nous l'as déjà un peu fait, tu nous as fait comprendre où on va. Est-ce qu'il a quelque chose à rajouter du coup? Bah, nous, on continue d'activement essayer d'être en veille et de pouvoir permettre le témoignage sur les effets de cette loi qui met du temps en fait, à apparaître, tout simplement parce que la temporalité administrative actuelle est très longue. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui déposent des demandes en préfecture, quelles qu'elles soient, que ce soit une première demande, un renouvellement ou quelque autre démarche en préfecture, ont un temps d'instruction de leur demande qui est tellement long que même au bout d'un an et demi, on peine à voir des effets, enfin à quantifier vraiment les effets de la loi, puisque la lenteur administrative fait qu'il y a un temps incompressible de, pour pouvoir quantifier ces éléments-là. Je dirais que s'il y a des alertes importantes que nous, à la CIMAD, on essaye de visibiliser, c'est aussi l'importance de prendre en compte. Alors, effectivement, il y a les effets de la loi. Et il y a voilà, qui sont très importants. Dans la vie des personnes, il y a d'autres éléments qui impactent beaucoup l'accès au droit et dont on parle moins ou dont on a moins l'impression que ça va avoir immédiatement des conséquences négatives. Il y a notamment la dématérialisation du service public. On n'en parle pas comme voilà, la dématérialisation, c'est pas un effet de réforme en droit des étrangers, c'est une dynamique qui concerne tout le service public et il y a plein d'autres publics que les personnes étrangères qui sont impactées, les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes en précarité numérique, enfin, voilà, il y a les personnes en situation de handicap. La dématérialisation, dans les faits, c'est quelque chose qui va avoir un impact extrêmement important dans la réduction de l'accès aux droits des personnes étrangères, parfois même plus que la loi elle-même. J'irais même jusqu'à dire ça, parce qu'en fait, dans la vie pratique de tous les jours, de ne pas pouvoir déposer un dossier en préfecture, parfois ça a des conséquences encore plus dramatiques que le durcissement progressif législatif qui, lui, met du temps, en fait, à avoir à s'incarner de manière très individuelle dans la vie des gens. Tout à fait. Il y a à la fois ça, cette dématérialisation qui peut être citée comme un point d'alerte important dans la dégradation de l'accès aux droits des personnes. Il y a aussi l'ensemble des pratiques administratives et nous, on a l'habitude de parler d'infradroit. Ça peut paraître un peu barbare comme manière de dire, mais c'est vraiment pour visibiliser qu'en matière de droits des étrangers, il y a la loi et puis en fait, ensuite, il y a tout un tas de textes qui sont souvent des circulaires qui n'ont pas la force d'une loi, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le même niveau de contraintes juridiques qu'elles peuvent exercer sur les personnes. Pour autant, c'est des textes qui ont un impact très très fort dans la vie des personnes. Le texte le plus connu dans ce genre-là, c'était la circulaire Valls, qui était une circulaire qui avait été prise par le ministère, enfin par le ministre de l'époque, Manuel Valls, sur les consignes données aux préfectures pour la régularisation à titre exceptionnel des personnes en situation irrégulière. Cette circulaire, elle a été abrogée là en fin 2024, début 2025, mais bon, les soubresauts avaient commencé fin 2024. Et donc ça, c'est un autre exemple d'impact très important dans la vie des personnes étrangères. Actuellement, en tout cas, des personnes en situation irrégulière qui seraient concernées par une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Et dont la loi ne dit mot, mais en fait, c'est tout un ensemble d'autres pratiques administratives, d'infradroits, de normes promulguées par l'administration qui rendent aussi les choses encore plus compliquées et qu'à la CIMAD, nous, on s'efforce de dénoncer parce que la réalité vécue par les personnes étrangères, elle n'est pas que le reflet de la législation. C'est aussi le reflet d'une politique administrative, d'une politique d'État, d'une défiance, d'une méfiance, d'un contrôle des fraudes. C'est tout un arsenal, en fait, de contraintes qui est exercé sur les personnes. Et malheureusement, c'est pas seulement la loi qui leur est imposée. Si c'était que ça, c'est déjà énorme parce qu'il y a vraiment un effet de pire en pire dans ces lois. Mais malheureusement, il y a d'autres choses qui pèsent dans la vie des personnes et il faut le visibiliser.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup d'avoir éclairci ce point parce qu'il est vraiment, on y pense, comme tu disais, on n'y pense pas tout à fait, mais ça impacte même des personnes qui sont dans des situations moins précaires. Mm. Et juste pour finir, est-ce qu'il y a des sujets de plaidoyer que vous portez à la CIMAD qu'on a oublié de mentionner en ces moments, des choses importantes que tu veux nous signaler aussi, que tu veux rappeler aussi à nos éditeurs? Peut-être parce que ça fait aussi partie. Alors, des sujets de plaidoyer, la CIMAD, on en a beaucoup, mais peut-être parce que là, c'est quand même dans l'esprit de ce qu'on dit par rapport aux effets de cette loi de 2024 qui a aussi augmenté beaucoup les exigences en termes de niveau de langue pour les personnes étrangères, parce qu'il y a tout cet imaginaire qui est constamment rappelé par les politiques publiques sur le fait que l'intégration des personnes étrangères devrait nécessairement passer par une maîtrise de la langue française. Alors, effectivement, la CIMAD défend l'accès pour toutes et tous à l'apprentissage du français comme un droit élémentaire de pouvoir vivre dans une société qui accueille. Par ailleurs, on voit que suite aux augmentations des niveaux de langue issus de la loi et des circulaires qui ont suivi, en fait, il y a eu une réduction budgétaire des budgets alloués notamment à l'OFI pour l'apprentissage du français des personnes étrangères qui viennent d'obtenir un titre de séjour. En fait, les personnes qui viennent d'obtenir un titre de séjour en France maintenant sont obligées de remplir ce qu'on appelle un contrat d'intégration républicain. Et dans ce cadre de ce contrat, elles ont des cours des cours de français. Suite à la publication de la loi, à la fois on a augmenté les niveaux de langue, à la fois on a baissé les budgets pour pouvoir, pour que l'OFI fasse fonctionner ces cours de langue. Et par ailleurs, sans parler de l'OFI, il n'y a aucun budget qui est alloué par l'État aux associations, par exemple, qui pourraient aider les personnes étrangères à, à mieux maîtriser la langue française. Donc, il y a vraiment une espèce d'hypocrisie organisée sur le fait qu'on brandit à la fois la maîtrise de la langue comme un prérequis obligatoire et à la fois on ne fait rien pour aider les personnes à être en capacité de, de se saisir de cet outil qu'est la langue. Évidemment, on n'est pas là pour dire que maîtriser la langue française, ça ne sert à rien. On est là pour dire que si on oblige les personnes à s'y plier dans le cadre de leur démarche administrative, il faut pouvoir leur donner les moyens de le faire. Et il faut pouvoir aussi donner les moyens aux associations et aux autres organismes qui essayent de soutenir ces actions de le faire. Et ça, c'est un gros point négatif et de vigilance qu'on a suite à la publication de cette loi. Maintenant, avec Isabella Basso, assistante des services sociaux au comité des familles et coordinatrice du pôle social à l'ARDIS, nous nous plongeons au vif de cette loi pour essayer aussi de donner des billes pour soutenir les personnes en position d'immigration. Du coup, je m'appelle Isabella, je suis assistante de service social au comité des familles et en même temps, je travaille dans une autre association qui s'appelle ARDIS, basée sur Paris également. Et je suis coordinatrice du pôle social. Donc, j'occupe ces deux postes en même temps, ce qui est assez intéressant parce que j'estime que ça soit des postes assez complémentaires. Donc, voilà. Avec toi, à l'émission aujourd'hui, Isabelle, on profite de tes retours de terrain, de l'impression que tu as depuis que tu travailles sur les pôles sociaux par rapport à la loi Asile-Immigration. Déjà, je voudrais te demander, est-ce que tu peux nous donner des grosses lignes de comment fonctionnent les permis de séjour pour soins, parce que ça nous intéresse étant une association de lutte contre les VIH. Déjà, je pense qu'il soit extrêmement important de parler de ça dans des médias comme celui-ci, parce que c'est vrai que dans les médias, disons mainstream, c'est assez compliqué d'avoir des vrais retours de terrain. D'avoir aussi un peu une idée de comment effectivement les choses elles se passent tous les jours. Donc pour ça je suis assez contente que tu m'aies invitée. Après j'y tiens aussi à dire que je ne suis pas juriste, donc je vais donner vraiment des éléments de ce que je vois tous les jours et des impressions que j'ai aussi des changements qu'il y a eu depuis la loi. En ce qui concerne du coup les types de séjours pour soins, c'est bien évidemment une catégorie de type de séjour qui a été touchée par cette loi, comme la loi, vous en avez déjà parlé du coup avec la personne de la CIMAD.
Mais effectivement, c'est une loi qui... L'idée de cette loi en soi, c'est de combattre contre l'immigration illégale et d'essayer, disons, de sécuriser le séjour. Donc déjà, pour moi, il est très important de souligner que c'est une loi vraiment basée sur l'idée de criminalisation de l'immigration, ce qui n'est pas du tout une idée nouvelle, ni en France, ni en Europe. Mais vraiment, ce qui est assez choquant de cette loi, c'est que tout est... Enfin, cette idée de la criminalisation de la personne migrante, elle devient effectivement loi et elle s'applique avec des dispositions concrètes. Et bien évidemment, une des conséquences est de rendre très compliquée l'immigration et le séjour, donc les deux côtés. En ce qui concerne du coup, comme je disais tout à l'heure, le titre de séjour pour soins, je tiens à rappeler que le titre de séjour pour soins en soi, c'est un titre de séjour temporaire. Donc c'est un titre de séjour qui est censé, permettre le séjour aux personnes qui sont malades et qui souffrent d'une maladie chronique dans une période déterminée en France. Donc évidemment, il est important de faire une distinction entre une maladie chronique et une maladie aiguë. Une maladie chronique, c'est une maladie qui n'a pas de... qui va pas se soigner, qui va pas pouvoir être soignée dans le long terme, qui reste chronique dans la personne. Évidemment, la personne, elle peut prendre des médicaments pour se sentir bien et passer une vie tout à fait normale. Mais voilà, c'est une maladie donc, disons, qui ne vit pas des phases aiguës comme une maladie aiguë et qui après passe, mais c'est une maladie qui reste. Donc les titres de séjour pour soins, c'est un titre de séjour qui est censé du coup permettre à ces personnes de pouvoir se soigner en France. Dans une phase aiguë, du coup, d'une maladie. Disons, non, effectivement, c'est pas ça. Donc, la maladie chronique, ça peut avoir des phases aiguës aussi, mais c'est une maladie qui reste. La maladie aiguë, c'est une maladie qui a effectivement un moment de phase aiguë et qui après passe. Donc, le titre de séjour pour soins n'est pas censé prendre en charge les personnes qui ont des maladies aiguës, mais plutôt les personnes qui vivent avec une maladie de longue durée, qui va durer toute leur vie. Donc ça, c'est un peu l'idée du titre de séjour pour soins. Le titre de séjour pour soins était presque automatiquement accepté pour les personnes vivant avec le VIH de n'importe quel pays elles venaient. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a pu, même si je ne suis pas dans ce milieu depuis très longtemps, mais aussi d'après les retours d'autres professionnels, c'est quelque chose qui est vraiment en train de changer. Et qu'est-ce qui a changé ? De plus en plus, on considère que des personnes, par exemple, venant d'Afrique de l'Ouest, on considère que elles aient accès à certains traitements. Par exemple, là, je reste encore dans le cas du VIH. Parce que, pour reprendre un peu les bases, le principe d'octroi du titre de séjour pour soins, c'est justement que dans le pays de provenance de la personne qui demande le titre, il n'y ait pas l'accès au traitement. Donc, accès, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà que déjà que les médicaments existent et aussi qu'ils soient accessibles. Donc ça, c'est des critères extrêmement importants qui avant étaient beaucoup plus considérés. Maintenant, c'est vrai que dans certains pays, il y a certains médicaments pour le VIH. Donc, disons que de plus en plus, les titres ils sont refusés en raison du fait qu'on estime qu'il y ait tous les éléments pour que la personne puisse se soigner dans son pays d'origine. Maintenant, c'est trop tôt pour l'imaginer, mais je me demande si la conséquence des politiques étrangères de Donald Trump, surtout du coup qui pourra encore plus limiter l'accès aux médicaments, notamment en Afrique,
ça pourrait justifier justement une ouverture de ce droit des titres de séjour pour soins comme réponse européenne à une politique que la majorité des pays européens confirment de ne pas accepter. Mais c'est trop tôt, les temps de toute façon d'évaluation de cette loi sont très longs parce que tout est long, les réponses de l'office sont longues, tout est long. Oui, effectivement. Déjà, c'est une loi, quand en elle, c'était quelque chose de... C'était très long l'entrée en vigueur de la loi. C'est une loi qui a été discutée en 2022 et qui est rentrée en vigueur en janvier 2024. Donc, comme tu dis, c'est vrai qu'on peut pas du tout juger ça, mais c'est quelque chose qui va absolument avoir un impact sur l'accessibilité des médicaments. Après, en regardant un peu la situation des pays européens en ce moment et le fait juste ici en France, on voit comment on est en train de régulariser l'immigration, comment on essaye de la bloquer. Comment on essaye de rendre de plus en plus difficile le séjour. J'ai des doutes par rapport à ça et je me vois plutôt les pays européens financer ou envoyer les médicaments par exemple dans les pays africains plutôt que d'être plus accueillante exactement et aussi de revoir certaines dispositions par rapport à ça. Mais c'est sûrement quelque chose qui va avoir un impact très grand. Et je crois que c'est aussi important de dire que moi personnellement j'observe un grand contraste entre le fait d'essayer de plus en plus de bloquer l'entrée et rendre de plus en plus difficile l'accès soit à la demande d'asile, au statut de réfugié, soit au titre de séjour pour différentes raisons. Et en même temps, l'augmentation, le fait que les personnes, elles n'arrêtent pas de venir. Bien évidemment, je ne veux pas que cette chose que je suis en train de dire, elle soit interprétée comme le fait qu'on est envahi par les étrangers, ce qui est bien sûr une des grandes rhétoriques de la droite dans tous les pays européens, absolument pas. Mais c'est juste que ces genres de dispositions ne bloquent pas l'accès des personnes qui viennent dans les pays européens pour différentes raisons. C'est juste que les parcours ils sont plus difficiles et en fait c'est pour moi une machine pour autant la loi elle se dit une loi qui essaye de bloquer l'irrégularité, l'illégalité, mais en fait c'est effectivement une machine de création d'illégalité dans le sens que les personnes elles se trouvent dans des situations d'irrégularité et que l'irrégularité c'est pas une personne déjà elle est pas irrégulière, c'est des phases en fait. Elle peut arriver avec un visa et elle peut se trouver dans une situation irrégulière. Elle peut faire une demande d'asile, donc être régulière pendant un instant, et la demande d'asile est refusée. Donc elle peut se retrouver dans la situation d'irrégularité. Et cette loi, elle n'aide pas du tout, en fait, à faire en sorte que les personnes, elles se trouvent dans des situations plus faciles, au contraire. Tout à fait. Et on va essayer de rentrer plus dans ton ressenti par rapport aux personnes que tu suis. Dans une autre retour hors antenne, tu nous as fait part d'une augmentation d'OQTF. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est ça à nos auditeurs? Bien sûr. L'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français, ce qui est une mesure disons, qui était utilisée auparavant pour essayer d'éloigner les personnes qui étaient considérées comme des menaces à l'ordre public. En France et essayer donc de les éloigner du territoire et en ce moment avec la loi Darmanin c'est une disposition qui est de plus en plus utilisée parce que comme j'ai déjà expliqué au début c'est une loi qui se base sur la criminalisation de l'immigration et donc les OQTF c'est une mesure qui est de plus en plus utilisée par exemple au moment où les personnes, imaginons une personne fait une demande de titre de séjour pour soins parce qu'elle a une maladie. Si la demande de titre de séjour pour soins est refusée,
il est extrêmement probable que cette personne elle reçoit une obligation de quitter le territoire français. Même histoire, si la personne, imaginons, elle a obtenu, parce que ça je ne l'ai pas, je l'ai pas souligné, mais le titre de séjour pour soins, c'est un titre de séjour à nouveau temporaire qui dure, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça dépend un peu de ce que l'OFII estime nécessaire au niveau de la prise en charge médicale. Donc, imaginons qu'il y a une personne qui est en France depuis 10 ans et qui a enchaîné de titre de séjour pour soins. Elle fait une demande aujourd'hui, une demande de renouvellement de titre de séjour. La demande est refusée. La personne elle reçoit une obligation de quitter le territoire français. Donc, c'est vrai que maintenant, et ça fait partie des dispositions qui criminalisent l'immigration, si on estime que les conditions elles ne sont pas remplies, ça vient d'une façon presque automatique. Et c'est la même question pour la demande d'asile. Donc, la demande d'asile, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a le passage des personnes à l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. Si l'OFPRA estime que la demande d'asile n'est pas acceptée, il y a un passage à la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA. Si aussi la CNDA refuse la demande d'asile, là aussi, il est presque automatique que le demandeur ou la demandeuse d'asile ait un OQTF. Donc, concrètement, la presque majorité des personnes que j'accompagne qui n'a pas eu l'asile, donc qui n'est pas réfugié, ou qui a vu la demande de titre de séjour refusée, reçoivent un OQTF. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret ? Ça veut dire que l'OQTF reste... il peut être exécuté... Avant, c'était 1 an. Maintenant, avec la nouvelle loi, c'est 3 ans. Donc, ça veut dire que pendant 3 ans, la personne elle est susceptible d'être, disons, envoyée dans son pays d'origine. Et très souvent, l'OQTF, il est accompagné par un IRTF. C'est une interdiction de retourner sur le territoire français qui dure 5 ans. Donc, ça veut dire que pendant 5 ans, et la personne, elle ne peut pas retourner sur le territoire français. Et bien évidemment, je tiens à souligner aussi que la personne, elle aura des fortes chances de se faire refuser si jamais à la fin de la période, disons, où l'OQTF est exécutable, elle veut faire une autre demande de titre de séjour, elle aura des fortes chances de voir cette demande refusée. Tout comme, et là on passe sur les dispositions séjour de la loi, si la personne, par exemple, elle a eu un OQTF et qu'elle fait une demande de naturalisation française après avoir passé un moment sur le territoire et avoir aussi les autres critères qui sont validés, disons, là aussi, il y aura presque l'impossibilité qu'elle soit naturalisée française. Écoute, on va essayer plus de... Parce que c'est vraiment... t'entendre parler, revenir encore sur cette loi, c'est très angoissant, vraiment, pour aussi les personnes qui peuvent être à l'antenne, qui nous écoutent, qui essaient d'avoir un titre de séjour. Est-ce que tu peux nous aider à donner à ces auditeurs des billes, des petites stratégies? Je sais qu'il faut faire le cas par cas. Chaque cas est différent. Donc, peut-être, la première chose, c'est de demander l'aide des associations qui puissent guider pour remplir une demande de titre de séjour. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais nous donner comme petite stratégie? Bien sûr. Comme tu dis, évidemment, ça dépend au cas par cas, mais si on veut vraiment faire ou donner des conseils qu'on peut généraliser à tout le monde, je crois que la première chose, c'est toujours l'information. Et c'est ce que j'essaye de faire, évidemment, tous les jours dans ma pratique professionnelle. En fait, les personnes, elles doivent il est hyper important que les personnes elles aient droit à l'information et qu'elles puissent accéder aux informations, déjà pour comprendre des dispositions qui sont très compliquées et qui ne sont très souvent pas accessibles en fait à des personnes qui sont vulnérabilisées par des facteurs externes
qui sont marginalisées, qui sont invisibilisées. Et en fait, c'est justement par rapport à ça que la loi, elle joue. C'est très facile de prendre des dispositions de ce genre-là pour des personnes qui sont très marginalisées. Donc en fait, effectivement, d'essayer de se rapprocher le plus possible aux associations, de participer à des moments d'échange, à des ateliers, et vraiment toujours à demander soit des assistants, des assistantes sociales, soit des juristes avant d'entamer ce genre de démarche. Moi, au début de ma pratique professionnelle, et c'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 3 ans et demi, je disais tout le temps, de toute façon, il faut essayer ça, il faut essayer ça. Je donne plus le même conseil aujourd'hui. Je dis plus aux personnes, on va essayer de faire ça, on va voir comment ça se passe. Non, c'est plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut bien réfléchir à sa situation. Il faut bien réfléchir du coup avec les professionnels en considérant tous les aspects du parcours. Ça veut dire, est-ce qu'il y a eu une longue période d'irrégularité sur le territoire ? Est-ce que vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez déjà reçu un OQTF, même si c'est un OQTF qui n'est plus valable, disons, est-ce qu'il y a eu ça ? Donc ça, disons, c'est un peu les préalables. Et ensuite, est-ce que dans la situation de votre situation de maintenant, s'il s'agit par exemple d'un titre de séjour pour soins, de quelle pathologie est-ce qu'on est en train de parler ? Est-ce que dans le cas par exemple du VIH, est-ce qu'il y a des comorbidités ? Est-ce qu'il y a d'autres maladies ? Peut-être souvent on arrive plus à faire une demande de titre de séjour pour une comorbidité plutôt que pour le VIH, en tenant en compte du coup la provenance de la personne. Quel traitement est-ce que la personne elle est en train de prendre ? Et on ne parle pas de traitement d'une façon large, on parle vraiment des molécules par exemple pour le VIH. Donc d'essayer de faire un dossier le plus précis possible pour essayer déjà de prévoir les arguments qui pourraient être une raison de refus par l'OFII. Donc ça on ne l'a pas dit auparavant, mais donc l'OFII c'est l'Office français de l'intégration et de l'immigration qui en fait s'occupe d'analyser les demandes de titre de séjour pour soins. Donc il y a bien évidemment des médecins, mais ce qui est important à souligner pour moi encore, c'est que ça dépend du ministère de l'Intérieur. Donc ça veut dire que de plus en plus on s'est éloigné de la vision où les titres de séjour dépendaient par exemple le titre de séjour pour soins dépendait du ministère de la Santé, mais c'est à nouveau une disposition qui dépend du ministère de l'Intérieur. Donc pour moi tout ça c'est pas anodin et il est important de le rappeler. Mais oui, je retombe sur la question que tu m'as posée au début. Voilà, donc vraiment d'essayer d'aller le plus possible dans le détail de la vie de la personne, du passé de la personne depuis qu'elle est arrivée en France et dans la maladie. Donc voilà, vraiment de ne pas se dire je vais tout essayer, parce qu'en fait au jour d'aujourd'hui si on essaye, il y a des très forts risques que justement il y ait un OQTF, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc voilà, de bien comprendre c'est quoi les possibilités de régularisation, s'il y a par exemple d'autres dispositions pour lesquelles la personne elle peut essayer de se régulariser, imaginons un titre de séjour pour personne salariée, donc à travers le biais du travail, ou si la personne elle a des liens avec des personnes françaises, donc parents d'enfants français, françaises, etc., conjointes français ou françaises. Voilà, donc pour moi je dirais vraiment l'accès à l'information et le fait de bien réfléchir à ce que ça veut dire de entamer une demande qui va être longue, qui va être difficile, qui peut fonctionner bien sûr, mais qu'il faut approcher avec un peu plus de... Comment dire ? Un peu plus de précision, des précautions aussi. Oui. Exactement. Oui, tout à fait, je comprends très bien. Merci beaucoup de cet panorama. Je vais juste rentrer dans les détails de quelque chose pour faire bien comprendre à nos auditeurs. Tu as parlé des comorbidités, d'utiliser le biais des comorbidités. Et dans une autre occasion, tu nous avais fait un exemple de l'asthme.
Est-ce que tu peux aussi le dire à nos auditeurs, parce que ce pas des choses auxquelles on peut penser de manière immédiate. Bah, effectivement, quand on parle de maladies chroniques, c'est vrai qu'on n'imagine pas que l'asthme, par exemple, elle puisse être une raison de demande de titre de séjour. Mais imaginons donc un cas de figure, il y a une personne qui vient d'un pays où l'électricité elle est difficile à accéder, donc dont l'accès il est difficile. Cette personne elle vient en France, elle a le VIH et elle a aussi l'asthme. Donc imaginons que la personne elle se dise je vais demander un titre de séjour pour soins en raison du fait que je suis séropositif. Mais que dans son pays, par exemple, il y a un accès aux médicaments, aux traitements dont la personne a besoin, et que cette personne, pendant qu'elle explique, elle discute avec soit une juriste, soit une assistante sociale, elle dit effectivement j'ai aussi de l'asthme. Et souvent, si par exemple les effets concrets de l'asthme, c'est que la personne elle doit dormir avec un appareil respiratoire, parce que sans ça, elle fait des apnées, par exemple, nocturnes, et ça peut éventuellement être une raison de demande de titre de séjour, parce qu'à nouveau, je reprends ce que j'ai dit au tout début, si dans le pays, dans la ville où la personne elle habite, l'électricité elle saute toutes les nuits, et il y a un risque que la personne elle puisse mourir en fait. Donc c'est vraiment, et c'est un peu triste qu'on en est à ça, mais c'est un peu de se dire il faut qu'on essaye d'imaginer tous les cas, il faut qu'on essaye d'imaginer vraiment les cas de figure où des détails concrets, des conséquences concrètes de tous les aspects médicaux de la vie de la personne. Donc c'est pas, on peut pas se permettre de réfléchir et d'agir sur des choses automatiques. Il faut bien imaginer tout ce qui peut se passer dans la vie de cette personne, et c'était effectivement quelque chose qui m'avait choquée aussi, parce que jamais j'aurais imaginé que ça pouvait être une raison, parce que il y a plein de personnes qui souffrent d'asthme, mais ça dépend aussi de comment est-ce que la personne elle peut vraiment être prise en charge en fait. Oui, et ça il faut le faire avec quelqu'un, un juriste, une assistante sociale qui puisse guider. Justement, parce qu'on ne s'imagine pas. On s'imagine que il y a certaines, le plus la maladie elle est grave, le plus on va être pris en charge. Non. En fait, le principe c'est vraiment que si c'est une maladie très grave, imaginons la personne elle a quelques mois de vie, elle est en soins palliatifs, l'idée ça soit que, et ça je pense que c'est déjà quelque chose qui a été dit, on en discutait avec des collègues, la personne c'est mieux qu'elle aille mourir dans son pays, et c'est horrible en fait, c'est horrible, et je suis très gênée de le dire, mais un peu c'est ça le principe. Donc il faut vraiment qu'il y ait plusieurs éléments qui puissent se mettre ensemble pour faire en sorte que la personne elle justifie d'une prise en charge médicale en France pendant un moment donné.